Michel Bouquet, auriez-vous la gentillesse de vous présenter? Ben, je me présenterai, oui, si vous me le demandez, je vais le faire, mais je vais essayer de le faire. Je suis un jeune homme qui a été, je veux dire, formé par la guerre. J'avais 14 ans au moment où elle a été déclarée, la dernière guerre. Et de 14 à 20 ans, j'ai vécu marqué par la guerre. J'ai été apprenti pâtissier, j'ai été mécanicien dentiste pendant un petit moment, et puis voilà, j'ai été amené à suivre ma voie qui m'a été presque imposée par quelque chose que je ne peux pas décrire, que je ne peux pas nommer. On dit c'est la foi, non, ma mère m'emmenait souvent à l'opéra comique, comme ça, pendant la guerre, et on faisait la queue pendant toute l'après-midi du dimanche, et puis elle m'emmenait au poulailler, là-haut, parce qu'on n'avait pas de moyens, et on voyait des choses miraculeuses, qui me paraissaient miraculeuses, et à elle aussi, je dois dire, et une partie de ma vocation vient d'elle quand même. Je veux dire, elle avait toujours été fascinée par ça, mais sans y penser du tout, mais fascinée quand même par cette existence du théâtre, par cette chose très bizarre qui s'appelle l'invention du théâtre. Ça, c'est une chose très particulière. Alors, on voyait défiler Marie Marquet, Maurice Escande, enfin, toutes sortes de gens, n'est-ce pas, qui étaient dans de très beaux costumes, qui étaient magnifiques, qui étaient merveilleux. Et dans cette époque terrifiante qui était la guerre, on sentait tout à coup que c'était ça, la vérité. Et que la vérité n'était pas dans les actes qui se produisaient dans la rue, ou un peu partout sur tous les fronts, que c'était véritablement le théâtre qui était plus important que tout. Alors ça paraît assez scandaleux ce que je dis, mais c'est malheureusement ce que j'ai ressenti. Je me suis dit, le reste doit être oublié, mais évidemment ça c'est les réflexions d'un très jeune homme, mais et tout doit être sacrifié à cette invention merveilleuse qu'on appelle le théâtre. Est-ce que ça a du sens pour vous, être un artiste engagé, ou ça n'a pas de sens? Oh, ça a un sens, si. Ça a un sens, mais qui ne m'appartient pas. Je n'ai rien à... Je ne fais qu'obéir. Mais je ne fais qu'obéir. Mais ça a un sens. Je ne comprends pas le sens profond de ça. Je ne comprends pas le miracle de ça. Je comprends le miracle des auteurs à force de me pencher dessus et de me dire il faut que tu comprennes, il faut que tu comprennes, il faut que tu arrives à comprendre. Et beaucoup de choses, beaucoup de chefs-d'œuvre me sont étrangers encore et me seront toujours étrangers. Par exemple, les malades imaginaires, par exemple des pièces comme ça, ce sont des pièces où le misanthrope, ou les pièces de Shakespeare, ou les pièces de Racine, par exemple, ça c'est encore plus impossible à comprendre. Pourtant, j'ai été, moi, formé par Madame Second-Weber, elle ne me l'a jamais su, mais Madame Second-Weber était une actrice du théâtre français qui jouait la tragédie avec Sarah Bernhardt. Et Madame Second-Weber a écrit un livre important qu'on m'a fait parvenir depuis, parce que des gens qui l'aimaient beaucoup, et qui est un livre énorme sur ses interprétations. Et je l'ai vu dans ses représentations d'adieu au théâtre français. Et j'ai été frappé par une chose, c'est que cette femme, tous ces gens remuaient beaucoup autour et lui donnaient la réplique en prenant je veux dire, participations à la pièce beaucoup trop importantes. Beaucoup trop importantes. Ça m'a frappé tout de suite. Et je me suis dit, mais cette femme a un secret
tout à fait merveilleux, parce qu'elle restait complètement immobile. Elle commençait son texte très doucement. « Non, Albine, je ne veux pas m'éloigner un moment. Je veux l'attendre ici. Les chagrins qu'il me cause m'occuperont assez tout le temps qu'il repose. Tout ce que j'ai prédit n'est que trop assuré. Contre Britannicus, Néron s'est déclaré. L'impatient Néron cesse de se contraindre. Las de se faire aimer, il veut se faire plaindre. Britannicus le gêne, Albine, et quelques jours, etc., etc. Et ces tirades tombaient comme des fûts de colonne. On avait l'impression de voir une colonnade qui ne cessait de grandir, et les autres tout autour se démenaient inconsidérément, on peut dire vraiment, tout à fait anormalement. Ils étaient malheureusement un peu ridicules. Et j'ai gardé de cette confrontation entre cette femme qui donnait sa représentation d'adieu, très vieille femme, très âgée, et ces autres acteurs, une distorsion, une différence tellement énorme que je me suis dit, il faut que je réfléchisse une partie de ma vie à ça pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que tout à coup c'est ridicule ou tout à coup c'est grand. Et alors ça a été... Et puis il y a eu Laurence Olivier qui est venu en 1945 jouer Richard III. Ça m'a fasciné par le contraire, justement, c'est-à-dire l'action et mais admirablement faite, admirablement construite, une espèce de danse. Le rôle de Richard III, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'était une danse extraordinaire, c'était en même temps quelque chose, le contraire. Alors, le contraire est ça. Alors, ça m'a occupé une partie de ma vie à essayer de comprendre ce qui s'était passé en moi et essayer de suivre les conseils de l'un et de l'autre. Lorsque j'évoquais l'engagement, je voulais aussi parler de l'engagement politique. Est-ce que vous n'avez jamais été un artiste engagé au sens de l'idéologie? Ah non. Ah non. Vous pensez que c'est contradictoire? Contradictoire. Complètement contradictoire. Il n'y a pas de raison d'avoir une opinion, quelle qu'elle soit, quand on fait ce métier, à mon avis. Maintenant, évidemment, c'est peut-être scandaleux ce que je dis, je ne sais pas. Moi, c'est ce que je ressens, en tout cas. Je trouve qu'il est presque impossible de parler politique quand on parle art. C'est presque impossible. Le grand art dépasse les frontières politiques. Sûrement, oui. Sûrement. C'est-à-dire que c'est la personnalité de l'auteur qui fait que tout à coup, cette personnalité prend le pas sur la vie même. Et ça hausse l'auteur à une dimension, quand il est grand évidemment, à une dimension telle que la vie paraît véritablement une confiture très bizarre qu'on est en train de faire, qui est tout à coup très délicieuse, tout à coup très horrible, tout à coup très... mais que ça n'a pas de rapport, que ça n'a aucun rapport avec l'existence de l'art. Ça n'en a aucun. Charles Péguy, que je cite de mémoire, a dit un jour qu'il était important, lorsqu'on avait une pratique, de savoir la théoriser. Vous êtes peut-être encore un très grand professeur. Est-ce que vous avez toujours eu cette passion de comprendre les ressorts du théâtre et de les enseigner, pardon? Mais vous savez, j'étais avec mes élèves très à l'écoute
très à l'écoute et très peu savant. Très peu. J'étais plutôt à l'écoute d'eux qu'à autre chose. J'étais plutôt la personne qui recevait l'enseignement, si vous voulez. C'est très étrange. C'est très étrange parce que j'ai toujours eu l'impression d'apprendre avec eux quelque chose, qui était le théâtre, mais qui était une chose tellement gigantesque, tellement importante, tellement énorme, qu'on était tous ensemble à l'écoute de ce qu'on pouvait peut-être recevoir par miracle d'une séance de travail ensemble. Mais jamais j'ai eu l'impression d'être professeur. Oh non, ça jamais, parce que je n'y comprends rien, sauf quand je m'efforce à comprendre avec mes camarades. Est-ce que ça veut dire que la principale qualité d'un artiste, professeur, acteur, comédien, c'est l'humilité? C'est pas l'humilité, mais c'est d'apprendre. C'est pas forcément l'humilité, je ne dirais pas jusque-là, parce qu'il y a finalement un très grand orgueil là-dedans, mais c'est un orgueil dérisoire, c'est un orgueil assez ridicule, mais nécessaire. Mais avec la confrontation avec d'autres points de vue, qui sont les points de vue des jeunes gens que j'avais avec moi dans la classe, avec l'attention apportée aux uns et aux autres et à soi-même, on trouvait peut-être une solution possible, ou en parlant de l'expérience des choses reçues par les très grands acteurs que l'on pouvait voir, dont on pouvait parler ensemble, entre autres, évidemment, Madame Second-Weber, qui pour moi a été une chose tout à fait extraordinaire. J'ai vu cette femme sortir du Théâtre Français après ses représentations d'adieu. J'avais 15 ans, 16 ans à l'époque. C'était en pleine occupation. Elle est sortie avec un panier de légumes que des gens lui avaient apporté en témoignage de reconnaissance du travail merveilleux qu'elle faisait. Et elle est montée la rue de Richelieu, comme ça, avec son panier de légumes. Et je me suis dit, mon Dieu, je reçois la plus grande leçon de ma vie. Vous n'avez jamais eu le sentiment que votre talent, votre expérience, votre aura vous donnait en quelque sorte une position supérieure par rapport à celle de vos élèves? Oh non, pas une seconde. J'apprenais beaucoup d'eux. Et je leur signifiais ce que j'avais appris. Ah oui. Oh non, je ne suis pas tombé dans ce panneau-là, non. Est-ce que, entre le cinéma et le théâtre, vous avez fait les deux, bien sûr, vous aviez une préférence très nette pour le théâtre, semble-t-il, ou non? Non. C'est-à-dire que c'est les très grands auteurs de théâtre qui me... Alors là, je me heurte à les comprendre depuis maintenant 50 ans, 60 ans. Je me cherche à comprendre ce qu'est une pièce de Molière. Je cherche à le comprendre et je n'arrive pas à le comprendre. Mais j'arrive par bribes, des petites choses qu'il ne faut pas faire. Alors, par la soustraction des choses qu'il ne faut pas faire, j'arrive peut-être à un certain savoir. Mais c'est par déduction. Le cinéma, donc, vous ne l'avez pas cultivé par goût alimentaire, si j'ose dire. C'est une passion. Ah, c'est une passion aussi, oui. Mais c'est-à-dire que si je vois un film d'Hitchcock, si je vois un film de Fritz Lang, si je vois un film de Erich Wolfsheim,
je suis devant la perfection absolue. Alors cette perfection absolue retient mon attention, m'apporte une satisfaction énorme, énorme. Énorme. Je me dis, voilà, la perfection est atteinte par ces grands hommes-là. Comme spectateur. Comme spectateur. Et comme acteur, avez-vous le sentiment d'avoir une carrière à la hauteur de celle que vous désiriez? Oh ben non, ça non. Non, j'ai beaucoup peiné, j'ai beaucoup peiné, oui, j'ai beaucoup peiné, mais j'ai été aidé par Grémillon, par exemple. Ça oui, beaucoup aidé. Avec Patte Blanche de Grémillon au tout début de ma carrière, là j'ai été vraiment très aidé. J'ai été très aidé par Delannoy, par beaucoup de metteurs en scène, par Chabrol après, par Truffaut, par tout ça. Enfin, j'ai été. Et par Luntz, Édouard Luntz par exemple, j'ai été aidé énormément. J'ai toujours été à la découverte de quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre complètement. Je reste toujours dans cet état de me dire, ben, j'ai encore à découvrir parce que je n'ai encore pas compris. Vous avez une infinie curiosité encore aujourd'hui. Voilà, vous avez trouvé la chose importante, c'est la curiosité. J'ai une curiosité inlassable. Si vous voulez, c'est quelque chose je suis comme un enfant de 14 ans qui arrivait, qui montait à l'amphithéâtre de l'Opéra Comique et qui regardait Werther ou qui regardait Péléas et Mélisande et qui était, ou Puccini, et qui était complètement sous le charme de quelque chose d'inouï qui se passait en moi et qui se passait dans le cœur de ma mère, je crois aussi, qui était à côté de moi. Et elle m'a dit souvent qu'elle avait senti quelque chose au départ de ma vie en elle qui était de cet ordre-là. Elle m'a transmis en quelque sorte un plaisir du théâtre. Vous lui devez beaucoup. Je crois, oui. Je crois. Elle sentait ce que vous aviez en vous de passion? Sûrement, oui. Elle devait le sentir. Mais comme c'était une femme très discrète, très artisanale, dans le sens profond de l'artisan, elle m'a transmis ça. Elle m'a transmis. Je fais ce métier en artisan. Sans vanité ni arrogance. Bon. J'ai peut-être eu un petit peu d'orgueil et de vanité, mais pas vraiment. Non, l'artisan a pris le dessus. Je sais que vous avez parfois repris certains rôles. Oui. Et à chaque fois, semble-t-il, vous cherchiez à en donner une autre vision. Oui, tout à fait. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité d'un personnage? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de vérité. Il y a beaucoup de vérité, mais pas une vérité. Il n'y a pas. Parce que le point de vue change. Par exemple, j'étais, moi, pendant un moment avec Villard, il voulait que je joue Hamlet, par exemple. Bon, moi, je lui ai dit pourquoi pas. Je me suis penché sur Hamlet, et puis un jour, il m'a dit il faut qu'on le concrétise. Je lui ai dit Jean, oui, ça me fait plaisir de le concrétiser, si possible. Alors, quelle est ton opinion? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Eh bien, j'ai dit, écoute, moi, il me semble que tout tient dans le premier mouvement du personnage, quand il va à son père en spectre, sur la terrasse d'Elseneur, qui se précipite vers son père et qui étreint son père. Et moi, je trouve que tout est là. C'est-à-dire que là, quelqu'un à qui il arrive une chose pareille, c'est-à-dire qu'il voit son père revenir des morts et qui est là, présent, et qu'il serre son père dans ses bras, pour moi, toute la pièce est là. Ah bon, très bien. Et il m'a dit, mais
Ah oui, mais alors, le point de vue intellectuel, quand même, le point de vue de la réflexion de la pièce sur le personnage. J'ai dit, ça me semble secondaire. Ça me semble secondaire. Je ne pense pas que la vérité de la pièce est là. Je pense qu'elle est dans ce mouvement du cœur de saisir son père dans ses bras. C'est tout. Alors après, c'est l'homme qui a reçu ça. Alors l'homme qui a reçu ça, alors ça mérite grande réflexion, mais pas intellectuelle. Sentiment. Le sentiment, c'est tout. La révélation de cette chose avec laquelle il ne pourra pas vivre de toute manière. De toute manière, il ne pourra pas vivre avec. C'est un choc tellement énorme. Ou alors, Shakespeare n'est pas Shakespeare. Et alors, pourquoi lui fait... tout à coup, il sort des morts et il vient là, comme ça, sur la terrasse, vous avez le sommaire. Est-ce que Shakespeare n'est pas très raisonnable alors? Alors c'est pas de l'ordre de l'intelligence, c'est de l'ordre de la sensation. Et donc alors, vive Shakespeare et grand Shakespeare alors, parce que tout le théâtre du monde entier, que ce soit Molière, que ce soit Racine, que ce soit les plus grands, que ce soit Sophocle, que ce soit... Tout est sensation et rien n'est intelligible. Dois-je comprendre alors que vous reprochez à trop de mise en scène d'aujourd'hui ou d'hier d'être intellectuel? Mais je ne m'occupe pas de ça. Non. Ça ne m'intéresse pas. Mais je veux dire, j'ai cru sentir... Mais tout le monde a le droit de sentir ce qu'il sent. Bon, je ne refuserai à personne le droit de me contester et de dire « mais ce n'est pas... c'est avant tout intellectuel ». Moi, je comprends très bien. Mais pour moi, ça sera de l'ordre du sentiment. Parce que je pense que le public, dans sa totalité, ne peut comprendre que ce qui est sensible. Vous avez pu le faire comprendre à Jean Vilar? Non. Il m'a dit non. Il m'a dit je ne le ferai pas. Comment analysez-vous aujourd'hui l'importance que, pour ma part, je trouve démesurée du metteur en scène par rapport à l'auteur? Ça dépend des metteurs en scène. Si c'est M. Dulin, par exemple, ou M. Jouvet, alors là, c'est la perfection absolue. On ne pourra jamais jouer, par exemple, Pirandello comme l'a joué M. Dulin. Ça, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est des souvenirs impérissables. C'est comme M. Jouvet dans l'École des femmes. On ne pourra jamais atteindre ce niveau de drôlerie, ce niveau d'extravagance, de folie, et tout à coup d'abandon à sa propre bêtise. On ne pourra jamais arriver à ça. C'est immense. C'est immense. Alors, c'est ça qui me trouble dans l'intellectualisme. Ce qui me trouble, c'est ça. Ce n'est pas de ma famille, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, bien sûr. Comment fait-il alors, cher monsieur, que vous puissiez donner à certains l'impression d'être un acteur qui est tellement capable de réfléchir sur son art que vous êtes une sorte de penseur, de théoricien du théâtre? Ah ben non, alors ça, je ne suis pas ça du tout. Et c'est flatteur de la part des gens qui le pensent. Mais bien entendu que c'est flatteur, mais c'est étranger à moi. C'est étranger complètement. Moi, si j'essaie de comprendre, ce n'est pas pour comprendre quelque chose qui n'aurait pas été compris. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la sensation et de la sensation d'un esprit très grand, mais qui n'est pas lui-même conscient de cet intellectualisme, forcément. Molière,
tout à fait miraculeux. C'est miraculeux. Tu l'as voulu, Georges Dandin, c'est une des choses les plus inouïes qu'on ait osé dire. Et c'est une chose sensible. C'est une chose... Tu l'as voulu, Georges Dandin. Tu l'as, fait avec. C'est le contraire d'une démarche intelligente. Donc faire de vous, Michel Bouquet, un immense acteur, mais qui théorise en permanence sur votre art, c'est un contresens. C'est un contresens parce que j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre ce qu'il y a de sensible et je n'y arrive pas toujours. Alors j'y arrive par bribes. Je dis, tiens, ce soir, j'ai compris un peu ça, tel passage, telle chose. Mais demain, ça va changer. J'ai découvert votre immense talent, notamment au travers de Jean Anouilh. Oui. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots de votre relation avec cet auteur? Ça a été important, très important. C'est un auteur magnifique. Moi, j'aime beaucoup Anouilh. Je lui dois presque tout. Il m'a empêché justement de tomber dans des travers de désir de tout comprendre. Il m'a fait voir le ridicule de ça. Il m'a fait sentir ça. Et comme je jouais les pièces très longtemps, j'ai joué très longtemps les pièces d'Anouilh. Certaines, l'Invitation au château ou l'Alouette ou Bitos, des pièces que j'ai jouées près de 1000 fois, chacune. Et j'ai compris, en jouant Charles VII, qui est un tout petit rôle dans la pièce, dans l'Alouette, mais que j'adorais ce rôle. Et je me disais, au bout de 300 représentations, je me disais, j'éprouve un épuisement, j'ai tout compris, parce qu'il y a très peu de textes. J'ai compris qu'il était drôle, qu'il était pirouettant, qu'il était drôle, et en même temps profond. Mais enfin, mais faire 1000 représentations avec ça. Et j'ai appris, qu'en le jouant 1000 fois, j'ai appris à quel point on pouvait progresser, à quel point on pouvait trouver en effet une autre chose qu'on n'avait pas comprise et qui était très important à comprendre. Et alors j'ai pris cette habitude de me dire les rôles sont en location avec moi pendant un certain temps, il faut que je comprenne le maximum de ce qu'ils ont à me dire et que je ne me tienne pas à ce que j'ai compris, mais que j'essaie de comprendre autre chose encore. Et alors là, c'est sans fin. Alors là, je peux arriver à mon âge, je ne sais pas toujours ce qu'est le misanthrope. Je sais ce qu'il ne faut pas faire, mais ce qu'il faut faire, je ne sais pas tout à fait. Donc, je ne me risque pas à le faire. Au fond, ça veut dire qu'il n'y a pas de rôle mineur ou majeur? Non, il n'y a pas de rôle mineur ou majeur. Bien sûr, ça c'est une chose importante. Et puis, il y a la pulsion de l'âme, du cœur, et la pulsion de l'esprit, qui doivent marcher ensemble pour essayer de découvrir justement ce qu'on a oublié, ce qu'on n'a pas pu faire. Et ça, c'est sans fin. C'est sans fin. C'est pour ça que je reprends le malade imaginaire de temps en temps, ou que je reprends l'avare, ou que je reprends... Et pourtant, j'ai vu M. Dulin dans l'avare, hein, qui était bien plus supérieur à moi, bien plus extraordinaire. Mais de voir un grand acteur, si vous voulez, un très grand acteur, comme Jouvet, comme Depardieu, comme beaucoup d'autres grands acteurs, c'est que toujours il y a une surprise. Il y a une surprise, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Et alors c'est très enrichissant, c'est très agréable, c'est très
réconfortant. C'est très réconfortant qu'on n'ait pas compris, qu'on n'ait pas tout compris. Ça, c'est merveilleux. Par exemple, les malades imaginaires, 3 et 2 font 5, et 5 font 10, et 10 font 20, plus du 24e, un petit clistère, insinuatif, préparatif et rémolliant, pour amollir, humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur. C'est fantastique. Et ça, c'est pas intellectuel. Ce n'est pas qu'intellectuel. C'est aussi le ridicule de l'intelligence. C'est aussi la plénitude du ridicule de l'intelligence. C'est la majesté de la bêtise à côté de la majesté de l'intelligence. C'est ces empires inconnus, ces empires. Et alors, seuls les grands chefs-d'œuvre, évidemment, du théâtre, c'est comme l'embrassade de Hamlet avec son père sur la terrasse d'Elseneur. C'est comment donner de l'importance, je veux dire, à ce qui suit, si on n'a pas eu ce choc d'étreindre le père mort. J'ai l'impression que vous goûtez les textes avec une sorte de sensualité. Ah oui, oui. Et puis je me permets de cette comparaison. Quand j'entends Fabrice Lucchini, j'ai l'impression qu'il vous suit en quelque sorte. Est-ce que vous voyez des similitudes? Ah oui, 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 l'amour de la chose écrite. Oui, ça, il l'a magnifiquement, la fascination de la chose écrite. Par exemple, sur les poètes, par exemple, on est devant on est devant des merveilles telles que on les abîme beaucoup plus qu'on ne les respecte. Quel metteur en scène était Anouilh et pensez-vous qu'un jour on rejouera cette pièce fantastique qu'est Pauvre Bitos? Eh bien, je pense que le problème que pose Anouilh, c'est le problème qu'il était seul à pouvoir résoudre. C'est-à-dire que moi, quand il m'a donné Anouilh, c'est moi qui lui ai demandé d'écrire une pièce sur Robespierre. C'est moi qui lui ai demandé. Il m'a dit, quelle horreur, jamais je n'écrirai une pièce sur ça. Et un jour, il est arrivé, 1 an et demi plus tard, je jouais toujours l'Alouette, et il m'a dit, il s'appelle Bitos. Et donc, ce qu'il a mis en scène, en quelque sorte, est quelque chose qui est contraire à lui, qui est viscéralement, enfin, je veux dire, contraire à lui. Et il a eu le courage de le faire. Et souvent, avec ses pièces, c'est comme ça. Il a le courage de faire ce qu'il déteste le plus. Il ne s'accroche pas à ce qui est proche de lui, mais à ce qui est loin de lui. Et c'est une des clés de ce théâtre. Et ce théâtre est magnifique, il y a des choses, il y a des pièces magnifiques de lui. Mais elles seront reprises un jour par un metteur en scène ou un acteur qui comprendra le problème. Vous avez marqué le rôle de Pauvre Bitos, Michel Bouquet. Oui. Est-ce que vous pouvez comprendre que certains acteurs soient parfois effrayés à l'idée de reprendre des rôles qui ont été presque marqués de manière indélébile? Oh non, il n'y a pas de choses comme ça. Non, c'est quelqu'un qui aura le... D'abord, il faudra qu'il ait M. Anouilh avec lui, d'une certaine manière, parce que moi, Anouilh m'a dit le premier jour, il m'a dit « Je ne veux pas de votre voix, je ne veux pas de cette voix-là. »
par exemple. Mais une voix très haute, comme ça, très haute, très haute. Mais je dis, je vais être fou, enfin, je m'en fiche. Il faut une voix haute, il faut une voix haute. Alors montez la voix, montez la voix. Et alors, j'ai fait ce qu'il m'a dit, j'étais très contestataire et en même temps très humble devant lui quand même, très, je dirais, amoureux de lui. Je trouvais que c'était un homme extraordinaire quand même. Et alors, j'ai fait studieusement ce qu'il m'a dit et bien m'en a pris. Bien m'en a pris. Mais si je n'avais pas eu Anouilh pour me dire montez la voix, montez la voix, montez la voix, et pendant 1 mois de répétition, 2 mois de répétition, montez la voix, montez la voix. Plus ça monte, plus c'est ça, plus c'est ça, plus c'est ça. Et le croire et le suivre. Mais comme c'était la 5e pièce de lui que je jouais, j'étais habitué à ce traitement. Est-ce que la grande force d'Anouilh n'était pas précisément d'être à la fois auteur et metteur en scène? Oui, c'est sa grande force, oui. Oui, parce que c'était lui qui mettait en scène. C'était lui qui mettait en scène. Pietri l'aidait beaucoup pour le plan technique de la mise en scène, mais lui montrait la voie. Est-ce que vous avez eu des maîtres, Michel Bouquet, dans le théâtre, le cinéma? J'ai eu Madame Segond-Weber. Ah bon, c'est... J'ai eu Madame Segond-Weber. Elle est fondamentale dans votre... Oui, c'est la seule qui reste. C'est la seule qui reste. C'est la seule sur laquelle je m'interroge toujours. Et sinon, je jouerais Racine si j'avais trouvé. Parce que elle était incomparable dans Corneille et dans Racine. Elle était inouïe, 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 inouïe. Et on n'imagine pas ce qu'elle était. Mais moi, je ne peux pas toucher à ce répertoire-là parce que je n'en ai pas la carrure. Je suis un comédien, je ne suis pas un tragédien. Vous avez parlé de Jouvet tout à l'heure, de Dulin. Madame Segond-Weber, dont vous parlez, et à l'évidence, elle vous a marqué profondément. Est-ce que son jeu serait acceptable aujourd'hui? Bien entendu. Ou est-ce qu'il paraîtrait un peu désuet? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est le public qui est désuet. Il y a une forme d'éternité dans l'intelligence de certaines représentations. Et si vous aviez ce livre, moi je l'ai prêté malheureusement à des amis, sinon je le prêterais à vous, le livre sur ces conceptions des rôles de tragédie, c'est fabuleux, et je l'ai prêté à un ami, je ne sais plus qui. Il ne faut jamais prêter les livres, on ne les revoit plus. On ne les revoit plus. Et alors je l'ai perdu et il n'existe plus. Parce que c'était l'homme de la librairie théâtrale qui, très gentiment, me l'avait donné. Et c'était le seul qui lui restait. Est-ce que vous comprendriez, Michel Bouquet, une forme de déclinisme aujourd'hui qui consisterait à dire qu'il n'y a plus de grands auteurs? Oh non, il y a des grands auteurs actuellement. Oh là là, il y a Pinter, il y a Thomas Bernhard. Au niveau de... Oh, bien entendu, au niveau, oui, oh oui, oh oui, mais il y en a tant d'autres. Oh, il y en a une quantité énorme d'auteurs. Harwood, par exemple, pour cette pièce de À tort et à raison, c'est un très grand auteur. C'est un très grand auteur. Il a écrit aussi 2-3 pièces qui sont remarquables aussi. Non. Puis il y a de très grands... Pinter, c'est énorme. Oui, Thomas Bernhard, et puis quantité d'autres. Enfin, il y a de très grands auteurs. Non. Aucune nostalgie, donc. Ah non. Le théâtre vit sa vie. Et heureusement, il vit sa vie malgré tout. Et malgré tout, il vit sa vie.
Au fond, tout à l'heure, vous avez évoqué la part de sensation, de sentiment qui doit exister dans toute prestation artistique. Est-ce qu'un grand acteur, Michel Bouquet, doit être intensément lui-même ou doit se glisser d'une certaine manière dans la peau d'un personnage? Il est malheureusement lui-même. Alors comme il est malheureusement lui-même, la question ne se pose pas. On est comme on est, on n'a pas à le commenter, on n'a pas à s'en servir, on n'a pas... non, on est comme on est. On sera forcément comme on est. Mais on peut enrichir, on peut enrichir. On peut essayer de comprendre, on peut essayer surtout de sentir. On peut essayer de sentir qu'est-ce qui fait que Molière est Molière. Qu'est-ce qui fait que Molière est Molière? Moi, je me suis interrogé toute ma vie là-dessus. Et un jour, j'ai lu sur un livre, je ne sais pas si c'est une fiction ou un délire d'un auteur, je ne me rappelle plus très bien. Mais il était question que le roi avait un jour dit à Molière, nous allons offrir, à la cour, il a dit, nous allons offrir un repas à Molière. Qu'il aurait installé une petite table dans la galerie des Glaces, qu'il aurait dit à Molière de s'asseoir là, que toute la cour était là, hein, et lui a servi, a servi le repas à Molière. Et une fois le repas terminé, le roi était très content. Je ne sais pas si c'est une fiction ou si c'est une réalité, je ne sais pas. Je crois que c'est une réalité, moi, personnellement. Une fois qu'il a reçu l'hommage du roi devant toute la cour, etc., comme il le faisait fait pour Lully, peut-être. Et il est sorti du château de Versailles, et dans l'escalier qui descendait à la sortie de Versailles, il a rencontré un courtisan qui lui a dit « Oh Molière, oh, dans mes bras, dans mes bras ». Il l'a serré si fort, il l'a serré si fort sur son habit qui était rempli de diamants, il l'a serré si fort qu'il en est sorti ensanglanté. Et cette histoire, si elle est pas vraie ou vraie, en tout cas, elle est crédible. Et elle nous représente le vrai Molière. Une drôlerie dramatique. Oui, tragique. Oui. Un humain magnifique. Lorsque vous choisissez un rôle au théâtre ou au cinéma, quel est votre critère? Quel est votre critère? Je ne les choisis pas. Non. J'attends qu'on me les propose. Mais ça ne veut pas. Vous n'avez pas dit oui à tout de même. Je n'ai pas dit oui à tout, mais presque tout, quand même. Parce que pourtant vous semblez être difficile dans vos choix. Non, c'est les gens qui sont difficiles pour moi. D'accord. Ils savent qu'ils parce ne que peuvent pas vous proposer je peux jouer les n'importe côtelettes de Blier, ça me paraît un exercice magnifique à faire. Magnifique à faire. Non, je ne suis pas un élitiste, si vous voulez, pas du tout, pas du tout. Non, 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 non. Ce qu'on me propose, si je suis libre, je le fais. Mais est-ce à dire que pourtant vous évaluez la qualité de ce qu'on vous propose? Oui, mais il y en a dans tout, la qualité. Il y en a dans tout. Blier, vous savez, il y a des choses très étonnantes. Très étonnantes. Et c'est pas parce qu'il réussit tout, mais Molière non plus ne réussit pas tout. Par exemple, moi j'ai joué des auteurs comme par exemple Inwist, par exemple, le Norvégien, qui avait écrit une pièce sur Strindberg et sur la longueur de son instrument pour subsister à vivre.
toute une scène là-dessus, sur la longueur de son instrument qui lui paraissait pas tout à fait approprié. Et c'est une pièce d'un auteur très intéressant qui s'appelle une whist, où je ne sais plus le nom. Je l'ai joué au Théâtre Moderne, à rue Blanche. Et elle n'a pas marché, bien entendu. Mais c'était une pièce très intéressante, très intéressante. Il y a beaucoup d'auteurs intéressants, il y a beaucoup d'auteurs magnifiques. Oh oui, il y en a beaucoup. Vous allez jouer bientôt, au mois de décembre, Michel Bouquet, vous allez rejouer une pièce, à tort et à raison, que vous avez déjà jouée. Oui. Est-ce que c'est une grande pièce selon vous? Oui. Et, indubitablement. Pardon de vous couper pour une fois, pour compléter ma question, est-ce que la résonance qu'elle va prendre au milieu des tragédies que la France vient de connaître, est-ce que tout cela va en faire un moment d'exception, à votre avis? C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à répéter cette pièce il y a 8 mois. La chose n'était pas si grave. On ne pouvait pas compter sur une chose comme ça. Et il se trouve que les événements la rendent encore plus évidente, à la réflexion des spectateurs qui seront là. J'espère qu'ils seront nombreux. Mais je la fais avec Francis Lambraille, avec mes camarades. On est 6 à la jouer. Les 6 acteurs sont prodigieux. Je peux le dire, ça vraiment, j'ai eu beaucoup de très grandes troupes avec moi, mais vraiment là c'est magnifique, c'est admirablement joué par tout le monde. Je ne parle pas de Juliette Carré, qui est mon épouse, et puis que moi j'admire plus que tout, parce que pour moi c'est la plus grande actrice que pour moi c'est très important, ce qu'elle fait dans Le Roi se meurt, c'est prodigieux. Elle est laissée de côté, mais vous savez, tout le monde est laissé de côté un peu dans ces aventures-là. Moi, j'ai été comblé parce que j'ai eu tout de suite au départ, j'ai eu Camus, j'ai eu une quantité de gens très importants comme Grémillon, comme tout ça, enfin tous ces grands metteurs en scène. J'ai eu la chance, mais est-ce que je la mérite? Je ne sais pas, je m'en fiche d'ailleurs, ça m'est égal. Mais j'aime le théâtre par-dessus tout. J'aime le théâtre par-dessus tout. Je trouve que c'est la plus belle invention qui ait jamais été inventée, moi je trouve. Pourquoi cette pièce, à tort et à raison, est-elle une grande pièce? Parce qu'elle est faite de petits événements accumulés, et que ces petits événements accumulés parlent d'une tragédie horrible qui n'a pas d'exemple dans l'humanité, qui est le sommet de l'horreur, et que tout ça est fait avec beaucoup de discrétion par l'auteur et Harwood, qui a accumulé des petits faits les uns à côté des autres, et tout ça fait une culpabilité effrayante qui accable un esprit magnifique, qui le salisse, et tout ça, tout tranquillement. Un minimalisme brillant. Voilà, un minimalisme éloquent, très éloquent, très éloquent. C'est une pièce très rare. Je pense qu'il n'y a pas de pièce qui ressemble à ça dans le monde. C'est ce qui en fait la rareté. Michel Bouquet, malheureusement, on arrive à la fin de cet entretien que je pourrais prolonger tant vous êtes passionnant des heures durant. J'aimerais vous poser une dernière question. Est-ce que le bonheur d'une vie conjugale heureuse, apaisée,
est fondamentale pour le grand acteur que vous êtes, ou bien faut-il considérer qu'un acteur, pour être génial, doit se nourrir des tensions et de rage ailleurs? Je ne pense pas qu'il doit se nourrir des tensions. Non. Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est un mauvais conseiller. C'est un mauvais conseiller, dans ce cas. Non, il doit être conscient des choses terribles qui peuvent arriver, mais pas l'atteindre. Non. Parce que la joie de jouer qui habite tous les acteurs que j'ai connus moi dans ma vie, et qui sont tous de grands acteurs finalement, c'est tous mais ils sont habités par la joie et il y a une innocence dans cette joie, et cette innocence, elle est capitale. Elle force à se dire que la politique et l'art ne doivent pas être accordés, ils doivent être séparés. Donc votre épouse n'est pas un obstacle à la représentation, mais une chance. Ah oui, ah oui, ah oui. Nous travaillons tout à fait l'un avec l'autre depuis 50 ans. On travaille tous les jours, avec le plaisir de reprendre le travail, constamment. Et elle a un goût que je n'ai pas. Elle a une intelligence, une perception des choses beaucoup plus forte que moi. Moi, j'ai d'autres choses, mais pas ça, en tout cas. Et alors donc, ce mélange de nous deux fait qu'elle joue. Elle a joué avec moi des tas de choses. Elle a joué des rôles plus ou moins importants. Et à chaque fois, quand elle jouait, par exemple, en fin de partie, la mère dans la poubelle, avec Cuvelier, c'était tous les deux inouïs. Ça durait 5 minutes, mais c'était prodigieux. Et nous n'atteignions pas, ni Rufus ni moi, après, non, je vois très clair dans ce genre de choses. C'est une actrice très rare. Et ce qu'elle a fait dans Le Roi se meurt, c'est inoubliable, c'est magnifique. Est-ce qu'on pourrait terminer, Michel Bouquet, oui, avec cette question? Au fond, j'ai l'impression que vous êtes heureux partout. Eh bien, c'est un peu vrai. Merci beaucoup, Michel Bouquet.